Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, je vous emmène au Népal rencontrer Dr Marie-Christelle Ross, cardiologue. Marie-Christelle est une spécialiste de la médecine de haute montagne et de la médecine hyperbare. C'est également une alpiniste chevronnée qui compte à son actif plusieurs ascensions de haut sommet partout dans le monde. En 2015, Marie-Christelle survit au terrible tremblement de terre qui a dévasté le pays et qui a emporté plusieurs amis proches. Une fois remise de ses émotions, Marie-Christelle décide de faire de cet événement catastrophique quelque chose de positif. Elle amasse donc des fonds pour reconstruire une école détruite par le tremblement de terre et également continue son œuvre en amassant des fonds pour améliorer l'enseignement auprès des enfants népalais. Je suis convaincu que vous allez adorer cette entrevue avec Dr Marie-Christelle Ross, une cardiologue qui a le cœur sur la main. Bonne écoute. Marie-Christelle, bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Alors, tu es de garde à Lévis ce soir en cardiologie et moi, je suis de garde en chirurgie à Baie-Saint-Paul. Donc, on va souhaiter que la prochaine heure soit tranquille. Sinon, on prendra une petite pause pour répondre à nos appels respectifs. On s'était déjà rencontrés une fois à Québec parce qu'on a un ami commun là, qui est Dr Jean-François Bader, qui travaille maintenant à l'île du Prince-Édouard. J'ai essayé de me souvenir du moment, mais j'ai l'impression que ça doit faire au moins 10 ans. Ouais, je pense aussi. Donc, ouais, essentiellement, tu venais de commencer à pratiquer à l'époque. Oui, exactement. Ça doit faire 1 an ou 2 que j'étais en pratique. Là, fait que... Puis, ouais. je vois en consultant ta biographie que tu as un intérêt là, de longue date pour la haute montagne, puis peut-être un intérêt un peu aussi pour les profondeurs, donc la médecine hyperbare, n'est-ce pas? Ouais, j'ai un profil de pratique un peu particulier, en fait, pour une cardiologue. Okay. Mais oui, la médecine de haute altitude, c'est un intérêt puis une passion que j'ai depuis que je suis résidente, en fait, même avant ça. Okay. Puis j'ai trouvé une façon de combiner ça un peu avec la cardio. Puis même chose pour l'hyperbare, on a le centre de médecine hyperbare puis le centre de médecine de plongée du Québec à Lévis. Donc, j'ai la chance de faire partie de l'équipe aussi. Là. Donc, pour nos auditeurs qui ne seraient pas médecins, déjà, première question, qu'est-ce que la médecine hyperbare? La médecine hyperbare, c'est une bonne question, en fait, qui est toujours si simple que ça à répondre, même pour les gens en médecine. En médecine hyperbare, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu le même principe que si on faisait une plongée sous-marine. Donc, on met les gens dans un caisson qui a l'air un peu d'un sous-marin, puis on augmente la pression à l'intérieur de ce caisson-là. Ça a pour but d'augmenter la pression en oxygène, donc de délivrer plus d'oxygène au tissu. C'est utilisé pour les accidents de plongée, pour les gens qui ont des intoxications au monoxyde de carbone, puis aussi beaucoup d'autres indications, surtout pour des gens qui ont eu de la radiothérapie puis qui ont une destruction des tissus. Là, on les traite en médecine hyperbare aussi. Il y a aussi, je ne pense pas rentrer là-dedans ce soir, mais il y a beaucoup, je crois, de domaines en médecine où c'est très controversé. L'usage de la médecine hyperbare, donc pour les gens qui seraient intéressés, là,
les gens pourront faire des recherches sur Internet, mais il y a parfois certaines maladies pédiatriques notamment où les parents font des pressions pour avoir accès là, à la médecine hyperbare sans, à ma connaissance, que la science soit toujours au rendez-vous. Là. Ouais, non, tu soulignes un bon point en fait. Puis heureusement, dans la pratique quotidienne, on le vit pas vraiment parce que il y a plusieurs années, il y avait eu peut-être quelques données là, dans l'autisme, entre autres, puis ces Mhm, maladies-là, mais mhm. finalement, toutes les études qui ont été faites ne démontrent pas d'utilité de la médecine hyperbare. Donc, les références maintenant se rendent pas jusqu'à nous au centre de OK, médecine OK. hyperbare. Donc, la haute montagne, les profondeurs, quand tu es au niveau du sol, est-ce que tu es bien ou tu es toujours en train de penser à ta prochaine ascension ou ta prochaine plongée, là? Non, en fait, je suis bien au niveau de la mer, hein. Je OK. passe la plupart de mon temps au niveau de la mer. J'habite au Québec quand même, donc heureusement, je suis très bien au niveau de la mer, mais ça me fait du bien de sortir un peu de ma zone de confort de temps en temps. OK. Dirais-tu que pour la personne qui fait ce type d'activité-là, est-ce que la plongée sous-marine représente un plus grand défi? Je parle des grandes profondeurs comme des très hautes altitudes. Qu'est-ce qui représente le plus grand défi pour un être humain, puis peut-être le plus grand danger, là? Est-ce que c'est de monter ou de descendre? C'est une bonne question. Les dangers sont différents. Moi, je fais OK. beaucoup plus de montagne que de plongée. Je plonge aussi, mais de façon très, très récréative. OK. Puis on dirait que depuis que j'ai fait mon cours de médecine de plongée, puis que je suis au courant de tous les dangers inhérents à ça, je plonge de moins en moins. En fait, puis ça reste une activité que j'adore, là, mais ça fait OK. pas partie de mon quotidien. Tant que ça, la médecine de plongée, oui. Je fais des évaluations, je vois des plongeurs, mais je suis pas une plongeuse qui a beaucoup, beaucoup d'expérience personnellement. OK. Mais la montagne, pour moi, c'est vraiment une passion. C'est quelque chose que je fais depuis de nombreuses années. OK. Puis, en fait, pour revenir à ta question au niveau des risques, Mmh. il y a des risques aux deux, mais je te dirais que en médecine d'altitude sur une autre montagne, s'il arrive quelque chose, souvent on le voit venir, puis souvent on peut avoir un plan B, un plan C. On a des portes de sortie en général. OK. Alors qu'en médecine de plongée, s'il y a quelque chose qui arrive sous l'eau dans les profondeurs, la plupart du temps, ça signifie une noyade. Fait que les risques sont très présents dans les deux activités, mais la gestion du risque est quand même différente. OK. Par contre, j'imagine en haute montagne, on est plus loin des secours, là, donc Oui, l'hôpital on est l'hôpital n'est pas à proximité en général, là. oui, ça, c'est un bon point aussi. Mais tu sais, la façon que je le vois personnellement, c'est sûr que quelqu'un qui a jamais fait de montagne puis qui veut se lancer dans des 8 000 mètres, le risque est énorme. Mmh. Mais quand on fait un parcours que c'est petit à petit, tu sais, ma première randonnée, ça a été dans Charlevoix finalement. Fait Ouais, que c'est ça. je voyais pas le risque. Puis après ça, on acquiert de l'expérience, on va un peu plus haut, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des risques, des dangers objectifs qui embarquent là-dedans, que ce soit des avalanches ou peu importe, mais c'est vraiment une progression, puis la perception du risque va changer beaucoup en fonction de l'expérience Tout à qu'on a, fait. puis des compétences qu'on a aussi. Je pense que c'est, pour bien le citer, Reinhold Messner, si je ne me trompe pas, le grand alpiniste, Ouais, qui avait ouais, dit que, il n'y a pas de grands alpinistes, il y a des vieux alpinistes. Donc, mhm. des gens qui vivent longtemps, ça témoigne, finalement de leurs compétences puis de leur expertise, puis peut-être un petit peu de chance à certains égards, là. Ah oui, définitivement un peu de chance dans tout ça aussi. Alors, au-delà de tes grandes compétences en médecine, donc de montagne et en médecine hyperbare, tu es une grande sportive, là. Simplement pour mentionner, tu as déjà fait un Ironman, donc à Cozumel au Mexique. Tu avais décidé de pédaler de façon autonome de Londres à Barcelone en 2017. Tu as donc fait beaucoup de compétitions de courses. Le marathon des sables pour les gens qui connaissent l'activité, 20 demi-marathons, 5 marathons. Pour ce qui est de la haute montagne, plusieurs ascensions à l'Everest, dont le Choyu, qui est un des 8000 mètres. Tu as fait plusieurs de ce qu'on appelle les 7 sommets. Euh,
Puis je crois comprendre que tu n'as jamais atteint le sommet du mont Everest, ou est-ce que je me trompe? Puis Non, tu te est-ce que c'est trompes pas, par mais avant, choix ou par c'est juste la vie qui a fait que l'occasion ne s'est pas présentée? un peu des 2, mais OK. avant, juste une précision, je me OK. considère pas comme une grande sportive, Ben moi honnêtement, oui, là. disons, mais Je fais des mais je suis zéro compétitive, en fait. Je fais OK. des choses parce que j'aime ça, j'aime le défi que ça me procure, mais tu sais, si quelqu'un veut me dépasser à la course, ben je vais ralentir pour les laisser pas. Tu sais, je suis vraiment, c'est pas du sport C'est ça. compétitif, c'est vraiment du sport parce que j'aime ça. Puis Tout à oui, fait. j'en fais beaucoup. Puis bon, c'est sûr qu'à force d'en faire, on devient plus en forme aussi, là. Mais c'est ça, le terme grande sportive, je Ouais. trouve vraiment que ça s'applique pas à moi. J'aime ça, j'aime beaucoup le sport. Ben, en fait, tu me disais que tu te laisserais dépasser à la course, puis tu me corrigeras, mais ça rejoint un peu la philosophie de la haute montagne, là, pour en avoir fait un peu là, il y a une vingtaine d'années. Là, ce que j'avais compris de ça lorsqu'on est en haute montagne, c'est qu'on doit marcher à une vitesse qui nous donne le sentiment qu'on pourrait marcher éternellement. Donc, ne jamais chercher son souffle. Est-ce que c'est encore une philosophie qui est valable? Ah, tout à fait. Puis, tu sais, moi, la montagne, je vois ça un peu comme un travail d'équipe aussi parce que OK. si on a un coéquipier qui va pas bien, ben, ça met en péril notre propre expédition. Donc, c'est vraiment, on part en tant qu'équipe, on va partager le poids sur notre dos en tant qu'équipe. Si quelqu'un a une moins bonne journée, ben, on va l'aider parce que la destination est la même pour tout le monde, puis on va arriver là avec le plus de chances possible. Fait que la montagne, pour moi, c'est pas un sport, c'est vraiment un lot. Ben, bon, on peut jouer sur les mots un peu, Hmm. mais c'est vraiment pas compétitif. C'est vraiment une activité. Puis j'ai eu la chance d'être entourée de gens qui sont devenus des super bons amis grâce à ça. Hmm. Puis pour revenir à ta question, non, je suis pas allée au sommet de l'Everest. J'ai essayé 2 fois, OK. OK. mais j'ai pas atteint le sommet. OK. Un peu par un concours de circonstances. Mais tu sais, j'ai jamais vraiment voulu. Pour moi, ça a jamais été un objectif dans ma vie d'aller à OK. l'Everest. J'y allais vraiment petit par petit. Je suis allée au Kilimandjaro, j'ai fait d'autres montagnes, je suis passé beaucoup de temps au Népal parce que j'aimais ça. Puis en 2014, j'ai eu l'opportunité d'être médecin pour une expédition sur l'Everest parce que bon, je connaissais le guide, j'avais aidé un de ses clients l'année auparavant. Puis finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu sais, l'opportunité s'offre à moi. Évidemment, j'avais le goût d'y aller, mais c'était pas quelque chose auquel je rêvais depuis que j'étais toute petite. Puis on est parti en 2014 pour l'expédition, puis on s'est rendu au camp de base, ça allait très bien. Et puis la journée avant qu'on commence notre propre ascension, il y a eu en fait un avalanche de glace, un sérac qu'on appelle, qui est comme un gros bloc de glace qui s'est détaché de la montagne. Puis malheureusement, à l'endroit où il est tombé, il y avait 16 Sherpas qui étaient au spot où le sérac est tombé. Puis les Sherpas sont décédés. Puis là, évidemment, bon, ça a mis fin à l'expédition pour tout le monde. Là. Il n'était pas question de monter Mhm. après la tragédie qui venait de se passer. Puis je suis retournée en 2015 encore une fois parce que j'avais une opportunité puis parce que j'avais le goût d'y aller. Puis en 2015, il y a eu un tremblement de terre au Népal, un Mhm. gros tremblement de terre quand même. Puis à ce moment-là, j'étais sur la montagne au camp 1, en route tranquillement vers le sommet. Puis là, bien évidemment, ça a mis fin sans aucun doute à notre expédition. Fait que la réponse, c'est non, je suis pas allée au sommet. C'est vraiment à cause d'accidents regrettables, là. Ouais. Est-ce que ces accidents-là remettent en question pour toi le goût de faire de la haute montagne? C'est quand même pas banal, là, quand tu dis que 16 Sherpas sont décédés, là. Ouais, ben, oui, c'est sûr. Tu sais, quand on fait ce genre d'activité-là, on est au courant des risques, mais tant que ça nous est pas arrivé puis que ça nous a pas touché de près, la notion de risque, souvent, c'est assez abstrait, tu sais. Puis, en 2014, en tant que médecin, ben, on est souvent sollicité quand les choses vont mal, même si on est hors de notre zone de confort, que moi, c'était pas tellement dans mes compétences à ce moment-là en cardio de faire tu sais, des premiers soins puis de la Mhm. traumato. J'ai fait des formations par après, là, parce que justement, ça m'a un peu bouleversé tout ça, mais en 2014, ma vie à moi était pas en danger, mais j'ai participé au rescue puis au sauvetage, puis malheureusement, j'ai confirmé plusieurs décès. Et en 2015, ma vie à moi était en danger. Puis, tu sais, ça vient vraiment, ça donne une autre perspective sur plein de choses.
ça a modulé un peu ma vision de la montagne, mais pour moi, c'est pas juste, quand je pars en expédition, c'est pas juste pour le sommet, c'est vraiment, en gros, c'est plus pour l'expérience qui vient avec, la camaraderie, l'expérience culturelle, se dépasser un peu, atteindre ses limites, se connaître davantage. Puis cette partie-là est très importante. En tout cas, à ce moment-là, elle était vraiment très importante dans ma vie. Fait que ça m'a pas empêché de faire un 8000 mètres après puis de participer à beaucoup d'autres expéditions. Mais quand je pars, mon objectif premier, moi, c'est jamais vraiment de me rendre au sommet. C'est toujours un bonus. Puis tant mieux quand ça arrive. Mais quand ça arrive pas, mon expédition peut être un succès à d'autres plans quand même. Mhm. Ton conjoint qui est Dr. Rob Casserly, si je le prononce bien, En plein ça. a une compagnie qui s'appelle Trek 8048, donc pour la hauteur du Mont Everest en mètres. Donc, lui, il organise des voyages. D'ailleurs, tu fais partie de l'équipe. Là, donc, lorsqu'on visite le site internet de la compagnie Trek 8048, tu fais partie de l'équipe comme médecin puis comme accompagnateur. Lui et toi, donc, vous et le reste de l'équipe, avez des clients, par contre, qui doivent mettre de la pression parfois pour dire non, non, moi, je veux continuer. Là. Tu as sûrement en tête les accidents des années 90 là, sur l'Everest. Là, donc, des gens qui ne veulent pas arrêter ou même si le sommet est presque atteignable, je te dirais, du bout du doigt, là, mais le 100 mètres à 8750 mètres, c'est pas comme 100 mètres au niveau du fleuve. Non, ça met ça en perspective. Rob, mon conjoint, ben, il est médecin aussi, mais il a été longtemps guide sur l'Everest. C'est que lui, il a vraiment travaillé, avec des clients qui avaient des objectifs précis, particuliers, avec tous les défis, mais aussi les bons côtés qui viennent avec ça. Puis là, maintenant, il travaille à temps plein comme médecin dans Chaudière-Appalaches. Puis la compagnie de trekking qui est là, c'est plus maintenant, on n'a pas des objectifs de très haute montagne. C'est plus OK. une façon, tu sais, officielle d'amener. Il y a toujours des amis qui voulaient venir au Népal avec nous. Puis ça officialise tout ça. Puis OK. c'est ça, ça met ça dans un cadre qui est professionnel. OK. Mais c'est vraiment plus pour de la randonnée ou des petites montagnes. Puis pour nous, tu sais, la sécurité, c'est pas négociable, là. Il y a Je pas comprends. personne qui doit mettre sa vie en risque pour aller au camp de base d'Everest, là. Fait que c'est vraiment dans une optique de gens qui veulent faire un voyage d'aventure, mais pas pour des gens qui ont des objectifs précis de haute montagne. Ça a déjà été le cas, Mhm. tu sais, en 2014 et avant, mais maintenant, c'est vraiment plus à des fins récréatives. Puis est-ce que c'est le tremblement de terre là, de 2015 qui a changé la donne un peu ou... C'est un ensemble de facteurs, mais oui et non. Je pense que aussi le travail, c'est quand même, tu sais, quand on fait des expéditions de très haute montagne, c'est des périodes de 2 mois qu'on doit s'absenter. Hmm. Pas parce que ça prend 2 mois à se rendre au sommet d'un coup sec, c'est juste que le corps doit s'acclimater. Puis la météo est souvent imprévisible, fait que c'est vraiment des voyages ou des séjours de 2 mois. Puis ça devient un peu plus difficile aussi de faire fitter ça dans l'horaire. Puis c'est des choix qu'on a fait. On est super content d'avoir fait des grosses expéditions. Puis ça veut pas dire qu'on n'en refera pas dans le futur, mais c'est pas quelque chose qu'on fait de façon récurrente maintenant, même si la montagne a encore une super grande place dans nos vies, puis qu'on va au Népal à chaque année, puis qu'on fait, tu sais, des montagnes que quand j'ai commencé, c'était des super gros objectifs, mais maintenant, avec l'expérience que j'ai pu acquérir, ben maintenant, pour moi, c'est rendu, tu sais, de la randonnée en haute montagne, puis je ressens plus les risques nécessairement des Je autres comprends. activités que je fais présentement. Tu parles beaucoup tu as parlé de tes motivations tout à l'heure. Là. Dirais-tu que tu es un médecin qui aime la montagne ou presque une alpiniste qui a fait de la médecine un peu par défaut? En ce sens, est-ce que tu aurais pu te voir peut-être simplement par certains hasards de la vie là, à mener une vie exclusivement axée sur la montagne? Écoute, je pense pas, tu sais, j'adore la médecine, puis autant que j'adore la montagne, j'aime ça de façon ponctuelle, tu sais. OK. Puis, tu sais, dans ma vingtaine, trentaine, c'est des moments de vie où est-ce que je pense qu'on a plus goût d'adrénaline, on est bien dans nos valises, dans notre sac à dos, mais tu sais, de faire ça
tout le temps jusqu'à la fin de mes jours. Je suis pas sûre que j'ai vraiment la personnalité pour ne faire que ça. Puis le fait d'être médecin nous ouvre tellement de portes. Puis ça m'a permis de combiner 2 passions, en fait, avec d'autres professions. C'est pas possible, ça se fait comme en silo, mais en tant que médecin, ben, je suis capable de faire de la médecine là-bas aussi, puis de combiner les 2 passions. Mais tu sais, mon métier premier, c'est définitivement être médecin, là. OK. Dis-moi, la haute montagne pour toi, c'est avant tout le Népal, donc tu aimes la montagne t'attire, mais beaucoup le Népal, je pense aussi? Ouais, ben j'ai eu la chance de faire, tu sais, de la montagne un peu partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Europe, on Mmh. est allé en Russie, on a fait, tu sais, on a voyagé beaucoup grâce à ça. Mais au Népal, on a développé un lien vraiment particulier avec les gens. Puis quand on a commencé à aller là-bas, c'était avec des objectifs de montagne, puis tu sais, des objectifs précis. Puis au fil du temps, tout ça, c'est un peu mobilisé, puis de plus en plus, c'est les gens qu'on connaît là-bas qui sont la raison pour laquelle on y retourne, tu sais. OK. Puis on a fait des voyages où on est allé au Népal, puis on a à peine fait de montagne parce qu'on allait revoir nos amis, on parraine un petit garçon. On a vraiment développé un lien super fort avec le peuple. Puis maintenant qu'on va là-bas, c'est définitivement pas seulement pour la montagne. J'aimerais ça, si tu veux, revenir sur, le tremblement de terre, du 25 avril 2015. Tu étais sur la montagne à ce moment-là. D'abord, je réalise que ça fait déjà, 7 ans, cet événement-là qui avait été couvert par les médias, partout dans le monde. Donc, comment vraiment le déroulement de cet incident-là? Puis, on reviendra ensuite sur, les choses positives qui en sont ressorties là, par la suite. Ouais. Écoute, en 2015, ben, après la tentative que j'avais fait en 2014, puis il y avait eu l'avalanche dont j'avais parlé plus tôt, Mmh. je retournais en 2015 en tant que médecin, mais aussi avec l'espoir de faire l'ascension pour peut-être me rendre jusqu'au sommet. OK. Puis la montagne, en fait, se rendre jusqu'au camp de base de l'Everest, c'est vraiment une randonnée, tu sais, c'est n'importe qui est le moindre en forme peut faire ça. C'est des sentiers larges, il y a pas de problème, il y a pas de défi technique du tout. Mmh mh. Quand on arrive au camp de base, le camp de base est comme sur un glacier. Puis Mmh. c'est un genre de fer à cheval, puis le glacier est dans le milieu, là, avec des grosses montagnes tout autour. Puis la première partie pour commencer l'ascension de l'Everest, pour se rendre jusqu'au camp 1, en fait, c'est ce qu'on appelle le ice fall ou le champ de glace. Mmh. C'est probablement la partie la plus technique de l'Everest. C'est comme des gros blocs de glace, le gros comme des maisons, qui sont empilés les uns sur les autres, puis il faut un peu naviguer à travers tout ça. Fait que tu sais, les vidéos des échelles puis de tout ça, c'est vraiment dans cette section-là sur l'Everest. Donc, on avait commencé nos rotations d'acclimatisation. Puis, le matin même, on était parti très tôt du camp de base. C'est souvent, on veut traverser le Icefall justement quand il fait encore très froid parce que le jour, quand il fait chaud, ces blocs-là deviennent instables, puis il y a plus d'avalanches, c'est plus dangereux. Fait qu'on était parti aux petites heures du matin. Puis on venait d'arriver au camp 1, là. J'avais encore mes bottes. Je m'assoyais dans la tente. Je m'apprêtais à m'asseoir, en fait. Puis soudainement, on a entendu comme un gros bruit, puis il neigeait un peu cette journée-là, fait que la visibilité, on voyait rien d'avance. OK. On a entendu du bruit, puis soudainement, ça s'est mis à brasser, ça bougeait. Un peu comme moi, je pensais en fait qu'on allait être emporté par une avalanche parce que le camp 1, c'est un des endroits les plus dangereux pour les avalanches sur l'Everest parce que c'est vraiment à la base de l'Everest, de l'Otsi, de Nuptsi, qui sont 3 montagnes de près de 8 000 mètres. Puis il y a beaucoup d'avalanches qui vont au camp 1. Fait que pendant quelques secondes, je me dis: «Oh mon Dieu, c'est une avalanche», tu sais, ça y est. Puis là, ça finissait plus, puis ça brassait vraiment beaucoup, puis quelqu'un a crié: «Ben, c'est un tremblement de terre», tu sais, mais moi, en tant que Canadienne québécoise, les tremblements de terre, ça fait pas partie des choses auxquelles je pense d'emblée, tu sais, fait que ça a pris un bout de temps avant qu'on réalise ce qui se passait. Puis la terre a tremblé pour, en tout cas, je pense que c'est comme 50 secondes, là, je me souviens plus du temps exact, mais ça a paru une éternité. Puis, on entendait des avalanches de tout partout, on voyait plus rien, c'était vraiment un white-out complet. Quand on a repris nos esprits un peu, on a des radios sur la montagne pour communiquer avec le camp de base, puis avec d'autres équipes aussi. Fait qu'on a appelé au camp de base
pour dire aux gens, on est correct, on a survécu, parce que dans notre tête, si quelqu'un avait à mourir sur la montagne, c'est au camp 1 que ça se passait, il n'y avait comme pas de tout. Puis quand on a réussi à avoir les communications avec le camp de base, c'est là qu'on a compris que, en fait, c'est au camp de base que la plus grosse catastrophe est arrivée, parce qu'un endroit qui est super sécuritaire d'habitude, il y a un énorme sérac de glace qui s'est délogé d'une montagne puis qui a fait une avalanche de glace et de débris sur le camp de base. Puis le camp de base, c'est quand même long, tu sais, je dirais c'est peut-être, je sais pas, 300-400 mètres de long, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de temps, c'est fait en longueur. Puis l'endroit où l'avalanche a été la plus forte, c'est vis-à-vis notre camp à nous, puis le camp des gens qui étaient limitrophes, là, mais on était vraiment à l'endroit du passage des blocs de glace. Ce qui fait que dans notre équipe, la majorité était au camp 1, mais on avait quand même des gens de l'équipe qui étaient au camp de base. Puis j'ai 3 coéquipiers qui sont décédés à ce moment-là. C'est des morts, les 3 ont été frappés par des grosses roches ou des débris d'avalanche. Il y a le choc aussi du vent qui te propulse dans les airs. Donc, on a perdu 3 coéquipiers OK. au camp de base. Puis nous, on était au camp 1. Encore parce qu'on comprendra que pour redescendre, il fallait passer par le Icefall. Il n'y avait plus d'échelle, il n'y avait plus de corde, il n'y avait plus rien. Là. Tout était parti avec le tremblement de terre. Puis on avait des secousses encore souvent. Fait on a été un peu plus que 48 heures au camp 1. On n'avait pas de nourriture plus qu'il faut parce qu'on s'attendait à passer une nuit. On s'attendait pas à passer 2 jours là-bas. Pas beaucoup de gaz pour faire de l'eau, pas beaucoup de nourriture. Puis surtout, on savait pas trop comment qu'on allait sortir. Redescendre, c'est ça? Exactement. Puis il y a des gens, tu sais, David Brashear, en tout cas, qui est un alpiniste vraiment Mm. super renommé, puis il y avait une équipe très, très bonne techniquement qui était avec nous au camp 1, qui ont essayé de redescendre par le Icefall, mais en l'absence d'équipement, c'est pas possible, là. Fait que finalement, il a fallu attendre d'être évacué en hélicoptère. OK. Et à cause des conditions climatiques, ça a pris longtemps avant que les hélicoptères puissent voler. Puis après, bien évidemment, ils ont évacué les blessés du camp de base qui avaient une chance de survie. Puis après, on a été évacués. Donc ça a été un 48 heures que je me souviens très bien, mais en même temps, pas tant que ça. On dirait que c'est encore tout un peu flou dans ma tête, mais on n'avait pas, tu sais, on n'avait pas beaucoup de batterie pour le radio, fait qu'on savait pas trop ce qui se passait finalement dans ce 48 heures-là. Puis c'est quand on est revenu au camp de base par hélicoptère que là, on a vraiment compris, tu sais, l'ampleur de ce qui s'était passé, mais on a aussi réalisé que, tu sais, le camp de base, c'était une infime partie de ce qui s'est passé au Népal. Là, il y a eu comme 10 000 morts à ce moment-là. Mhm. Donc c'est ça, on a eu la chance, ou je sais pas trop comment dire ça, mais de survivre au tremblement de terre alors qu'on était dans un endroit qui laissait présager des conséquences super graves des avalanches. J'ai en tête un peu, je suis déjà allé au camp de base là, du Mont-Everest il y a très longtemps déjà, là, presque 25 ans. J'ai en tête tous les détails dont tu parles, mais ce que j'ignore, c'est est-ce que vous aviez un contact visuel avec le camp de base à partir du camp 1? Non, on n'a pas de contact visuel avec rien. Le camp 1, en fait, il y a beaucoup de crevasses sur la montagne, puis il y a des petits îlots de glace au sein des crevasses, puis les tentes sont perchées sur les îlots de glace en question. OK, Puis on n'a aucun contact visuel, que ce soit avec le camp 2 ni avec le camp de base. OK, Même dans une journée où est-ce que la visibilité est parfaite, on voit pas en bas. OK. Donc, pour préciser, vous étiez en phase d'acclimatation. L'objectif était d'aller coucher au camp 1 pour redescendre au camp de base, dans l'objectif éventuel de remonter au camp 2 puis de faire des va-et-vient de cette nature-là. Exactement, on était au tout C'est ça? début de la saison.
Puis parmi les gens qui sont décédés, il y a eu aussi beaucoup de victimes locales. Il y a eu, puis là, au-delà de cette catastrophe incommensurable-là, il y a eu une école qui a été détruite. Puis ça m'amène donc à parler là, du projet là, que tu as marrainer par la suite, là, donc de faire reconstruire une école. Donc, j'imagine que ça a été une espèce de geste pas impulsif, mais une espèce de coup de cœur de dire il faut que je fasse quelque chose là, pour ces gens-là. Ouais. Ouais, ben c'était un peu ça. Tu sais, dans les 3 coéquipiers qui sont décédés, c'était 3 Népalais. Puis c'est Mhm. 3 Népalais que je connaissais depuis plusieurs années parce qu'on est toujours la même équipe en montagne. Puis il y en a un de ces 3-là qui s'appelait Kumar, puis qui était père de 4 jeunes enfants, qui habitait dans un village vraiment super isolé dans lequel je n'étais jamais allée, le village de Cheskam, qui est comme à 4 jours de marche de Katmandou à peu près. Puis bon, quand tout ça est arrivé, c'était clair pour moi que j'allais faire quelque chose pour aider à un moment donné, mais je savais, tu sais, j'étais pas en état de concrètement penser à ce que j'allais faire. On est resté au Népal quelques semaines pour aider un peu, puis tout ça. Mais en tout cas, finalement, on est revenu au Canada par la suite. Puis, tu sais, je viens de cette île qui est, qui est un grand village finalement. Puis les gens avaient plein de questions. Puis j'étais pas trop du genre à parler de mes expériences tant que ça, pour plein de raisons, mais bon, j'en parlais pas beaucoup. Puis les gens me disaient, oh, tu devrais faire quelque chose, tu devrais faire une conférence, tu devrais. Là, je me suis dit, bon, la seule chose pour laquelle je ferais une conférence, c'est si je suis capable de ramasser un peu de sous pour OK. redonner aux familles des victimes. Fait que, tu sais, j'avais pas de chiffre en tête, là. J'allais à cette île donner une petite conférence un soir, puis je me disais, peut-être qu'on ramassera 5 000 $, puis je sais pas trop ce qu'on fera avec ça, mais on va commencer par voir ce qu'on ramasse. Puis finalement, on a fait la conférence. Je me suis réveillée le lendemain matin, on avait ramassé comme plus que 30 000 $. J'étais, bon, extrêmement touchée, extrêmement émue. Je savais pas trop comment réagir, un peu stressée aussi parce que je voulais être sûre que chaque sou aille vraiment au bon endroit. Puis il y a beaucoup de corruption au Népal, puis je voulais pas passer par des organismes, tu sais, pour être sûre que le projet se concrétise puis qu'il y ait pas d'argent qui soit perdu là en cours de route. Puis en tout cas, finalement, on a été extrêmement chanceux parce que il y a des gens qu'on a connus après le tremblement de terre, une médecin qui est maintenant rendue une de mes très grandes amies qui s'appelle Milan, qui est une Népalaise, qui est ORL, mais qui a un organisme de charité là-bas qui s'occupe des enfants avec des problèmes auditifs finalement. Puis Milan, j'ai fait confiance un peu comme je l'ai rencontrée, puis je savais d'avance que cette personne-là, je pouvais lui faire confiance. Fait que c'est avec elle qu'on a entrepris la construction d'une école dans un village où j'étais jamais allée. Fait qu'elle, elle s'est rendue là par ses propres moyens. Elle a rencontré le directeur d'école qui parle juste népalais. Il y avait pas d'internet dans le village. Pour parler au téléphone, il fallait qu'il monte sur une petite colline. Puis, bon, de fil en aiguille, on a décidé de rebâtir l'école. Ça s'est fait en quelques mois, en fait, en à peu près 6 mois du début où j'ai envoyé les sous. À 6 mois plus tard, l'école était reconstruite. On a été chanceux honnêtement parce que on a eu des bonnes personnes sur notre chemin qui nous ont aidés là-dedans, puis ça a été un super travail d'équipe. Fait qu'on est allé, ça c'est arrivé en 2015, fait qu'en 2016, à l'automne 2016, on allait faire de la montagne au Tibet, puis évidemment on passait par le Népal, donc on est allé voir l'école. Puis ça a été, probablement un des moments de ma vie qui m'a le plus marquée. De voir ce qu'ils avaient été capables de faire avec si peu d'argent, entre guillemets, parce qu'ici, avec ces fonds-là, on va pas loin, là, mais là-bas, ils ont été capables de refaire l'école au complet, faire des planchers en béton, il y avait des toits, ils avaient fait des toilettes, puis les gens étaient extrêmement fiers du projet parce que tout le monde avait mis la main à la pâte, puis s'était vraiment approprié ce succès-là, eux aussi. Puis ça nous a tellement touchés, puis un peu surpris du lien qu'on avait créé avec le village, l'école, la famille de Kumar, sans y avoir été. C'était notre première visite. Mhm. Quand je suis revenue, je me suis dit, bon, on peut pas arrêter. Tu sais, faut faire quelque chose de plus. On peut pas arrêter ça là. C'est comme trop beau comme élan. Mais tu sais, Mhm. ça n'a jamais été l'ambition de faire une grosse affaire. C'était juste que Mhm. là, je pouvais plus arrêter. Tu sais, fait que je m'étais dit, au Népal, beaucoup de l'argent est dans le tourisme. Fait que si
si les enfants sont capables d'apprendre l'anglais, ben, ils vont être capables peut-être d'interagir un peu plus avec le tourisme puis d'avoir des meilleurs jobs, puis tu sais, gagner plus de sous pour les familles. Mais apprendre l'anglais dans ce village-là, pour y être allée, à ce moment-là, je comprenais que c'était impossible d'envoyer quelqu'un d'ici là-bas, tu sais, plus qu'une couple de semaines, parce qu'il y a pas d'hôtel, il y a pas de resto. Tu sais, c'est vraiment pauvre puis vraiment isolé. Fait que je voyais pas comment j'allais pouvoir faire quelque chose, tu sais, genre de continuité puis qui allait perdurer dans le temps. OK. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que si on était capable par Internet de leur enseigner l'anglais, ben, on serait peut-être capable de faire quelque chose qui a de l'allure. Mais là, il n'y avait pas Internet dans le village, puis il n'y avait pas d'ordinateur. Fait que j'ai pris une couple de soirées. Mon chum comprenait pas trop, je m'en allais avec mon idée, mais en tout cas, j'ai écrit beaucoup de courriels. Puis, en demandant, est-ce que quelqu'un a des ordinateurs, tu sais, usagés ou reconditionnés à donner ou pour le projet? Puis tout le monde répondait non ou répondait juste pas. Puis à un moment donné, j'ai reçu un courriel, oui, on va vous aider. Fait que c'est la compagnie Siemens, qui est basée en Ontario, que leurs anciens portables, qui avaient été comme tout reconditionnés, ils disent: «On peut vous en donner, tu sais, combien vous en voulez finalement?» là. Fait qu'on en a pris 50 pour commencer. OK. Fait qu'on a réussi à envoyer 50 portables. Je vais épargner les détails de logistique. Ça a été probablement l'étape la plus difficile de tout le projet. Ça a été d'envoyer ces ordinateurs-là au Népal. Puis en parallèle avec ça, ben, on a été capable de faire installer Internet dans le village. Fait qu'ils ont OK. maintenant Internet, ils ont un lab d'ordinateur, puis ils ont des cours à distance avec un prof qui est basé à Katmandou, puis ils ont des contacts avec une école de Toronto aussi. Fait que ça a fait un peu boule de neige, puis maintenant, ils parlent anglais quand même super bien parce qu'on est retourné à l'école par la suite, puis c'est OK. fascinant l'amélioration qu'on voit, puis l'usage qu'ils font de tout ça. Fait que là, encore une fois, on est revenu un peu vraiment touché par l'impact qu'un petit geste, parce que tu sais, dans le fond, ça impliquait pas tant que ça de ma part, là. C'est pas, tu sais, oui, c'est plusieurs soirées, mais en bout de ligne, c'est pas grand-chose, là. Mais l'impact que ça a eu pour eux, ben là, on a fait une troisième phase qu'on va compléter cette année, puis qui va très probablement être la dernière, là. Mais là, on est dans la construction d'un dortoir parce que les petits-enfants, pour aller à l'école, le taux d'absentéisme est très élevé parce qu'il y en a qui doivent marcher 2 heures et demie aller puis 2 heures et demie retour à tous les jours dans des chemins de terre puis de boîtes quand c'est la mousson, puis tu sais, ça a comme pas de bon Mhm. sens. Fait que là, on est dans la construction d'un dortoir qui devrait se compléter au mois de novembre quand on va y aller. Est-ce que c'est vraiment extraordinaire? Félicitations, là, c'est incroyable. Est-ce que ce projet-là, fait des petits? Est-ce qu'il y a des gens qui copient? Parce que là, j'imagine que ce village-là doit faire, des jaloux aux alentours Ben, ou ce oui, n'est pas dans oui. la philosophie du peuple népalais d'envier, là, son voisin? Ben, tu sais, ça a fait la une des journaux là-bas quand il y a eu les ordis puis tout ça, mais tu sais, je pense que pour les villageois des autres villages, ils ont tellement rien, c'est comme tellement hors de portée pour eux. Mais il y a beaucoup de petits projets qui se font, tu sais, un peu partout au Népal dont on n'entend pas parler. Il y a des projets à plus grande échelle avec le gouvernement, mais ça, bon, il y a eu beaucoup d'embûches dans les dernières années, puis il y a eu beaucoup de questions à savoir où va véritablement l'argent qui a été donné, là, mais je suis consciente de beaucoup de petits projets qui se font. Puis, tu sais, moi, dans mon cas, je tu sais, c'est pas juste mon projet à moi, là, on a initié ça, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Puis Milan, puis mon ami médecin là-bas, le directeur d'école est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, j'ai pas beaucoup de mérite là-dedans, je trouve, parce que oui, c'est mon projet que je chapeaute puis que je donne un petit coup de pouce de temps en temps, là, mais c'est vraiment rendu une chaîne qui fait boule de neige. Puis dont je suis vraiment contente et fière de faire partie, mais je peux pas prendre tous les crédits, définitivement pas pour ça. Est-ce que vous levez des fonds? Est-ce qu'il y a une fondation qui chapeaute tout ça ou c'est Ben, un en peu fait, là, comme on dit en bon français, à la bonne franquette? en résumé, c'est un peu à la bonne franquette. OK. Avoir su que ce serait devenu un si gros projet, on aurait probablement fait une fondation.
Mais après notre levée de fonds de 30 000 quand on a fait la phase 2, là, je me suis informée un peu, tu sais, pour faire une fondation, mais c'est quand même beaucoup de frais annuels, tu sais, de gestion, puis de rapport C'est du d'impôts. Fait que travail, tout ça, c'est ça. c'est beaucoup de travail, puis beaucoup de frais aussi. Puis comme on n'a jamais eu l'ambition de faire un super gros projet, on a on a exploré diverses options, mais finalement, on n'a pas fait de fondation. Mais la façon dont on collecte les fonds maintenant, c'est que la petite compagnie de trekking de mon chum, justement, quand on fait des voyages, ben tous les profits qu'on fait, évidemment, on a des bons salaires les deux, fait qu'on n'a pas besoin de sous de la compagnie. Donc, OK. tout ce qui est gagné avec cette compagnie-là va directement à l'école. Fait que c'est notre façon, en fait, de contribuer un peu plus. Et cette troisième étape-là du dortoir devrait être complétée quand? Est-ce que vous avez un Ça devrait échéancier? être complété bientôt. En fait, OK. l'extérieur du bâtiment est terminé. Puis là, on a ramassé des fonds pour finir l'intérieur. OK. C'est compliqué de transférer de l'argent au Népal, surtout depuis la pandémie. Donc, comme on y retourne en novembre, on va amener le reste des fonds avec nous. OK. On va voir le directeur d'école. En fait, on va se le partager. Là, Ben oui. on va être plusieurs, plusieurs à partir. On est une quinzaine à y aller. Mais on OK. va amener les fonds avec nous, puis ça va permettre de donner ça en main propre au directeur OK, d'école. il faudra voyager de façon confidentielle à ce moment-là. Oui, c'est ça. On va être dans les règles de l'art, par exemple. Exactement. Alors, on va prendre une petite pause, Marie-Christelle, puis on revient dans quelques instants. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Marie-Christelle, on va parler un peu du mal des montagnes. Dans un premier temps, j'aimerais ça que tu me définisses là, ce qu'est le mal des montagnes là, pour les non-initiés. Parfait. En fait, quand on va en altitude, ce qui se passe, c'est que on respire toujours de l'air, hein, fait que la concentration en oxygène ne change pas. Mais plus on augmente en altitude, plus la pression atmosphérique va baisser. Fait que le nombre de molécules d'oxygène qu'on va inspirer va baisser. Fait que ça va faire qu'on va manquer d'oxygène dans le sang un peu, là, de façon simpliste. Ça peut causer des symptômes. En fait, ça cause toujours certains symptômes, mais qui font partie d'une acclimatation normale. Mais parfois, ça peut vraiment causer des gros problèmes. Fait qu'en haut d'à peu près 2500-3000 mètres, c'est là qu'on commence. Tu sais, tout le monde est un peu plus essoufflé, tout le monde respire un peu plus vite. Mais ça peut arriver que ça dégénère. Puis là, on va parler du mal aigu des montagnes. Le corps s'acclimate, le corps est bien fait, hein. Puis quand on va tranquillement,
puis qu'on, tu sais, on augmente un petit peu notre altitude, genre 300 mètres par jour ou quelque chose comme ça, le corps a le temps de s'adapter à l'altitude. On respire plus vite, on produit plus de globules rouges, notre cœur va plus vite, puis nos muscles apprennent à mieux utiliser l'oxygène. Ce qui fait que si on va lentement, on peut se rendre à des altitudes extrêmes, là. Tu sais, il y a des gens qui ont atteint le sommet de l'Everest, qui est presque 9000 mètres finalement, sans oxygène. Mais c'est un processus qui prend 2, 3 mois pour laisser le temps au corps de s'adapter. Mhm. Si pour une raison ou une autre, on va trop vite, puis qu'on laisse pas le temps au corps de s'adapter, ou si on a certains problèmes de santé qui nous prédisposent au mal de l'altitude, on peut développer des problèmes qui souvent vont commencer par un mal de tête, une fatigue, une inappétence. Puis ça peut se subdiviser en 2 catégories qui sont beaucoup plus sérieuses. Parce que le mal des montagnes en soi, généralement, quand on est patient puis qu'on laisse le temps au corps de se reposer, on va être capable de passer par-dessus. Mais il y a 2 circonstances où ça peut dégénérer, que ce soit en édème pulmonaire. C'est pas un édème cardiogénique là, pour les gens qui ont un background plus médical, c'est vraiment que les vaisseaux vont devenir plus perméables. Puis il y a des liquides qui vont s'accumuler dans les poumons parce qu'il y a une augmentation des pressions pulmonaires. Puis ça fait vraiment un édème pulmonaire. Donc, c'est la cause numéro 1 de décès médical en altitude. L'autre chose qu'on peut voir, c'est un peu le même phénomène, mais au niveau du cerveau. Fait que là, on va parler d'édème cérébral. C'est des gens qui vont devenir confus, qui peuvent perdre connaissance, puis évidemment décéder aussi. Mhm. Mais la plupart du temps, ça peut être prévenu parce que, de un, on va tranquillement, puis de deux, on le voit venir d'habitude. Tu sais, il y a des signes précurseurs qui nous disent que là, c'est le temps de ralentir. Les cas qui dégénèrent, la plupart du temps, c'est des gens qui ont ignoré ces cas-là. Pas toujours, là, mais la plupart du temps, c'était prévisible. OK. Le premier traitement, si je ne m'abuse, c'est de redescendre. Exactement, tu sais, Mm. on redescend. Si c'est pas possible de redescendre ou en attendant une évacuation, si on doit être évacué en hélicoptère ou peu importe, ben, on peut prendre de l'oxygène là, supplémentaire. Dans la plupart des camps, puis là, ça dépend beaucoup d'où est-ce qu'on est dans le monde, puis de la popularité du trek ou de la montagne qu'on fait, mais il y a presque toujours de l'oxygène aussi de disponible. Mhm. Puis il y a certains médicaments qu'on peut prendre pour favoriser un peu l'acclimatation, mais la base du traitement, c'est vraiment de redescendre, ça, il n'y a aucun doute. Je te disais tout à l'heure que j'étais allé là, au camp de base de l'Everest, qui m'amène à 2 petites anecdotes. La première étant que c'est vraiment 3000 mètres est vraiment un seuil. Là. La plupart des gens qui font cette expédition-là vont à Lukla, si je ne m'abuse. Oui, Puis on arrive à peu près autour de 3000 mètres. Donc, exactement. quand on descend à l'époque, c'était un vieil hélicoptère russe avec un pilote lui-même. Je me questionnais sur Ça l'âge. n'a pas changé beaucoup. Mais bref, un vieil hélicoptère russe. Donc, c'est vraiment... On rentre vraiment dans le typique là, du presque un film de James Bond. Mais bref, on descend de l'hélicoptère puis on le sent, Oui, ce sentiment-là. Puis effectivement, lorsqu'on marche lentement, puis qu'on s'acclimate, ça va bien. Puis là où je voulais en venir sur le fait de ne pas aller trop vite, c'est qu'à l'époque, on s'était extrêmement entraîné pour ça. Puis pour les gens qui vont faire ce type de voyage-là jusqu'au camp de base à l'Everest, la majorité des expéditions vont amener les gens sur le Kalapatar, là, qui est Mhm. face à la montagne. Quand je dis face à la montagne, donc face à l'Everest, c'est ces 2 montagnes cousines. Et ça, c'est autour de 5600 mètres environ. Là. Puis on part du camp de base qui est à 5000. Mais à l'époque, moi, j'étais vraiment dans une forme quand même assez exceptionnelle là, en termes de préparation. Puis c'était complètement stupide de ma part. Écoute, j'avais essentiellement monté le Kalapatar à la course. Et de te raconter l'intensité de la céphalée que j'ai eue dans les heures suivantes, c'est inédit, puis je m'étais dit, je ne referai jamais cette erreur-là. C'est rentré dans l'ordre, puis en même temps, on redescendait là, un peu plus bas par la suite, mais donc à éviter là, à tout prix, parce que c'est très, très, très désagréable, puis ça pourrait être dangereux. Dis-moi, je reviens donc à mon anecdote personnelle, est-ce qu'on peut être comme trop en forme pour faire de la haute montagne, puis finalement que ça vienne un peu nous inciter à pousser trop fort, ou c'est vraiment une question d'expérience qui va nous faire viser la meilleure condition
physique possible avec une retenue au niveau de l'effort? Ce serait ça la Ouais, en recette fait, gagnante ou? exactement, parce qu'on n'est jamais trop en forme. Tu sais, on OK. sait jamais à quoi on va avoir à faire face. Par contre, le fait d'être bien en forme puis bien entraîné vient souvent avec des gens qui sont habitués de performer puis d'aller vite puis tu sais, qui se sentent bien. Fait que pourquoi pas le C'est faire ça. en 5 jours si c'est possible plutôt que 2 semaines. Tu sais, fait que Mmh. ça vient souvent avec cet envers de la médaille-là, puis c'est ça qui met les gens plus à risque. C'est pas le niveau de forme physique, c'est que les gens qui sont bien en forme, au début, ressentent pas le besoin d'aller tranquillement puis de s'acclimater. Fait que il est là le bémol, mais je pense pas qu'on peut être trop en forme, au contraire. Mais il faut pas utiliser toutes nos ressources, C'est ça. Je l'ai parce qu'on peut pas s'acclimater plus vite qu'un autre, là. est-ce qu'il y a une échelle ou une braquette d'âge pour faire de la haute montagne? Est-ce qu'il y a un âge que toi, que tu considères, optimal ou un âge limite Non. ou Tu sais, je pense que le gros du défi est psychologique, selon moi, là. OK. C'est vraiment autant psychologique, sinon plus que physique. Fait que c'est sûr que quelqu'un de très jeune n'a pas nécessairement, en général, la maturité pour faire des longues journées après longues journées après longues journées. Fait que je pense qu'il y a un âge, tu sais, les alpinistes sont souvent 30, 40, 50 ans. De un, parce qu'ils ont cette maturité-là, mais de deux, parce qu'ils ont les sous pour y aller aussi, là. Mmh. Mais simplement en répondant à la question, l'âge, il y a pas de limite d'âge. C'est nous, on a amené notre fille qui avait 1 an et demi l'année passée au Népal. OK. On l'a amenée à 4000 mètres, mais pas parce qu'on voulait l'amener à 4000 mètres, mais parce qu'elle allait bien, puis c'était agréable, puis elle jouait, puis elle dansait, puis elle avait encore du fun à 4000 mètres, tu sais. Fait qu'on on y allait vraiment pour rencontrer nos amis, puis passer du bon temps, mais il y a pas de on avait fait beaucoup de lectures, évidemment, puis C'est il y a ça. pas énormément de littérature, mais tant que la personne est capable de communiquer, puis qu'on sait si ça va bien ou non, même que les enfants seraient probablement un petit peu moins à risque parce que la boîte crânienne n'étant pas complètement soudée, il y a un petit peu plus de place pour OK. accommoder. Fait que c'est théorique, là, tu sais, il y a pas de chance à prendre, puis même chose pour les âges plus extrêmes, tu sais, il y a des gens de 80 ans, il y a un Japonais, je pense que c'est 82, là, je suis plus certaine de l'âge, mais en tout cas à peu près, qui est allé au sommet de l'Everest. OK. Il y a pas d'âge maximal, mais avec l'âge viennent souvent des comorbidités, que ce soit cardiovasculaires ou pulmonaires, qui vont mettre plus à risque d'avoir des problèmes, mais c'est pas l'âge en soi, c'est des comorbidités qui viennent avec. Quelqu'un qui a déjà fait, un mal des montagnes, sévère, là, donc on parle pas de Ouais. difficulté à l'acclimatation, mais un œdème pulmonaire ou cérébral, est-ce que ça contre-indique, d'autres ascensions? Ça met un gros bémol. J'en évalue des fois dans mes cliniques des patients comme ça, tu sais, puis c'est vraiment un questionnaire assez exhaustif parce que ça dépend pourquoi. S'ils ont vraiment, mettons qu'ils ont été malades, qu'ils ont eu une gastro, qu'ils ont une infection pulmonaire, qu'ils sont allés trop vite, qu'on est capable de mettre le doigt vraiment sur ce qui s'est passé puis pourquoi c'est arrivé, puis qu'on est capable de contrôler une future exposition avec un certain, tu sais, pas safety, de sécurité Ouais. médicale, c'est pas impossible, mais c'est sûr qu'on recommande jamais de retourner après un épisode. Mais ce qui va plus me préoccuper, c'est quelqu'un qui avait bien fait ça, entre guillemets, qui avait monté tranquillement, qui avait pas d'autres maladies concomitantes à ce moment-là, puis qui a développé un édème pulmonaire. Je vais être beaucoup, beaucoup plus préoccupée que quelqu'un qui est monté super vite, puis là, soudainement est devenu essoufflé ou a eu mal à la tête. Tu sais, fait que Ouais, ouais. c'est pas une contre-indication en soi, mais ça nécessite une évaluation médicale avant de prendre une décision. L'apparition donc de ces 2 syndromes-là d'œdème cérébral ou pulmonaire, les 2 peuvent venir de façon, séparée, là? C'est l'un ou l'autre ou Oui, les 2 à l'occasion? oui, Ou ben, ça devient souvent un peu un mix de tout ça parce quand ça que commence à mal aller, ça ouais. exactement, mais on a vu des cas, tu sais, des fois, c'est vraiment clairement juste pulmonaire, puis des fois, c'est juste un édème cérébral, mais souvent, il y a un overlap, puis c'est un Puis, peu tout ça mélangé. si tu as un patient, toi, qui développe ça en haute montagne, tu vas le voir venir un peu ou c'est sur des heures ou c'est parce que Ben, là, souvent disons au que tu es au début, camp 1 pour dire quelque chose, là, puis là, je dis le patient, là, parce qu'il est en train de devenir un il patient, devient mais un là, patient. le grimpeur commence à être essoufflé, là, parce que tout le monde est essoufflé. On est au camp 1, là, c'est Ouais.
Qu'est-ce qui va te faire dire que lui, là, il faudrait le redescendre, là? Ben, en fait, il faut être à l'affût parce que souvent les gens rendus là admettront pas les symptômes parce qu'ils ont un objectif précis en tête, puis tu sais, ils veulent aller là à tout prix, Tout à là. Fait fait. que c'est vraiment un travail de détective, mais c'est typiquement quelqu'un qui était en avant, puis qui était toujours prêt à aider, puis qui transportait les sacs à dos, puis là, soudainement, il se retrouve à la fin du groupe en arrière, puis on voit qu'il traîne de la patte, là. Fait qu'en général, on le voit venir. Les cas les plus graves dans lesquels j'ai été impliquée, c'est même pas en si haute altitude que ça, c'est sur le trek du camp de base. C'est pas des gens OK. qui faisaient le trek avec nous, en fait. C'est qu'on arrive le soir dans un petit lodge ou un tea house, puis là, on se rend bien compte que le groupe d'à côté, il y a quelqu'un qui a de la misère à parler parce qu'il est bien essoufflé. Puis que là, évidemment, ben, on finit par être impliqué dans les cas comme ça, là, mais je te dirais que quand on le voit venir, habituellement, on est capable de le traiter puis de prévenir la dégradation puis les complications. Mais encore, ça devient plus difficile à un moment donné parce qu'en très, très haute altitude, ben là, tout le monde est essoufflé. Tu sais, Ah comme oui. tu le mentionnais, là, tu sais, là, ça devient, mais aussi, c'est des gens qui ont de l'expérience quand tu es rendu là pour t'attaquer à des plus gros sommets. Fait que tu es supposé savoir c'était comment la fois d'avant, puis être capable de comparer un petit peu, là. OK. Des fois, on peut utiliser, tu sais, l'examen physique a toujours sa place aussi. J'ai toujours un stéthoscope. Saturomètre, bon, ça vaut ce que ça vaut parce que on est souvent clampé en périphérie, il fait froid, la perfusion est pas bonne. Fait que, tu sais, il y a des gros bémols aux outils diagnostiques qu'on a, mais on est quand même capable de faire un questionnaire puis un examen physique qui va nous orienter un peu. Puis, en cas de doute, on considère toujours que c'est possiblement lié à l'altitude. OK. Avant de te poser la prochaine question, il faut que je te raconte une anecdote sur les Sherpas quand on était sur l'Everest. Ces gens-là sont tout à fait exceptionnels, là. Ouais. Donc, quand on était accompagné par eux, là, on imagine qu'on se préparait le matin, là, puis eux restaient au camp, si tu veux, pour débâtir le camp, là. Puis ils se mettaient, portent souvent les choses accrochées sur leur tête, ou à l'époque, je présume que c'est Mhm. encore comme ça. Plusieurs d'entre eux étaient en babouche, là, littéralement, donc en sandales. Et donc, on commence à marcher, là. Ça fait 2 heures qu'on marche, puis là, on entend chanter en arrière de nous, là, puis on est en train de monter dans la montagne, puis on imagine évidemment que nous, les Occidentaux, lorsqu'on monte une montagne, on monte en zigzagant. Puis littéralement, à l'occasion, on voyait sortir un groupe de Sherpas du bois. Eux montaient en ligne droite, donc en chantant, en sandales, dans la neige. Donc, ça fait partie, je pense, des choses qui nous donnent le goût de retourner au Népal, ne serait-ce que pour rencontrer ces gens-là. Puis tu en as bien parlé tout à l'heure. Mais je voudrais continuer sur l'aspect de la haute montagne. Parle-moi de la physiologie de ces gens-là, puis de leur aptitude à vivre en permanence, donc à des hautes altitudes. Écoute, c'est vraiment super intéressant. Mais comme tu le sais sûrement, en fait, le mot Sherpa, tu sais, dans notre langage, ici, souvent, c'est quelqu'un qu'on présume qui est un porteur, là. Mhm. Mais le mot Sherpa, c'est un mot qui signifie qui vient de l'Est. Fait que c'est vraiment une ethnie particulière qui vient du plateau tibétain. Puis il y en a qui vivent au Tibet encore, puis il y en a qui ont migré vers le Népal par la Chola Pass, qui est dans la région de l'Everest. Mhm. Donc, c'est des gens avec un background génétique différent. C'est pas tous les Népalais qui sont des Sherpas, c'est vraiment une petite proportion des Népalais qui ont ces modifications génétiques-là qui vont leur permettre d'avoir des performances exceptionnelles en altitude. Puis, il y a 3 populations différentes dans le monde. Il y en a une en fait, sur le plateau tibétain, qui est les Sherpas. Il y en a un en Afrique, dans le coin du Kenya, puis il y en a dans OK. les Andes aussi. Puis il y en a qui ont étudié l'adaptation génétique de ces 3 populations-là qui sont différentes. Au Népal, ils ont des plus gros poumons, fait que c'est une des façons qu'ils réussissent à combler un peu le manque d'oxygène. Dans les Andes, ils fabriquent vraiment beaucoup plus de globules rouges. Puis ça entraîne des maladies un peu chroniques, un peu l'équivalent de la polycythémie finalement. Mm. Puis au Kenya, c'est vraiment plus une adaptation musculaire. Il y a un OK. overlap des 3, là, mais c'est vraiment 3 populations qui se sont adaptées différemment. Fait que les Sherpas sont exceptionnels, là. Vraiment, plus on monte haut, plus la différence est flagrante. Ils sont une partie intégrante des expéditions. Sans eux, il y a pas beaucoup de gens qui réussiraient à faire de la haute montagne. Puis ils sont
partie intégrante au niveau physique, mais il apporte tellement au niveau culturel aussi. Je sais pas si tu as eu ce feeling-là, puis cette expérience-là, mais la culture au Népal, c'est vraiment quelque chose de spécial, surtout dans les montagnes. En tout cas, nous, c'est la raison, les amitiés qu'on a créées, ce qu'on vit quand on est là-bas. C'est une grosse partie du pourquoi on y retourne. OK, OK. Là, les expéditions sur l'Everest, donc, est-ce que les Sherpas vont prendre de l'oxygène en haute montagne ou s'ils sont avec un groupe qui prend de l'oxygène, est-ce qu'ils vont en prendre ou ils n'en prendront pas parce qu'ils En n'en général, perçoivent pas le ils en besoin? prennent. En OK. général, ils en prennent pour des raisons de sécurité parce qu'on s'entend que on va pas vite, hein. Fait Mhm. qu'ils sont exposés à l'altitude pendant vraiment très, très, très longtemps. Puis c'est souvent eux qui vont aider aussi si quelqu'un est dans le besoin. Fait que OK. dans la grande majorité des expéditions, les Sherpas ont de l'oxygène. La plupart seraient capables de le faire sans oxygène, mais ça rajoute un peu de sécurité, là, qu'il y ait Je l'oxygène. comprends. Est-ce que ces gens-là peuvent faire un mal des montagnes ou Oui, pour on toutes en a sortes de vu, raisons, puis là? oui, 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 non, tout à fait, on en voit, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est des Népalais qui ne sont pas Sherpas, mais tu sais, physiquement, quand on a l'œil habitué, il y a certains traits caractéristiques qu'on va reconnaître des Sherpas, mais comme moi, dans mes 3 amis népalais qui sont décédés durant le tremblement de terre, c'était pas des Sherpas. Il y avait un Rai et 2 Tamang, qui sont des ethnies différentes, mais qui travaillent à la montagne parce que c'est là qu'ils peuvent faire le plus de sous. Mais ces gens-là n'ont pas les avantages et les bénéfices génétiques des Sherpas. C'est des gens un peu comme nous, fait qu'ils sont sujets à faire un mal aigu des montagnes, ont des problèmes pulmonaires ou cérébraux. Fait qu'on en a à chaque année, malheureusement, il y a des cas assez sévères là, chez les Népalais, rarement chez les Sherpas, par contre. OK, je comprends. Ça fait un très bon tour d'horizon. Si je te demandais peut-être, là, avant d'aborder la dernière section de l'entrevue, ton plus beau souvenir là, peut-être de haute montagne, là, en excluant l'épisode entourant la reconstruction de l'école, puis tout ça. Là. Oh, écoute, c'est dur à dire, dans le sens que c'est des moments que quand on est là-bas, des fois, on n'apprécie pas autant. C'est avec le recul qu'on apprécie. Tu sais, des fois, quand on a beaucoup d'inconfort physique parce que on a froid, on est essoufflé, pas on oublie la beauté du moment parce que elle est là quand même, mais c'est quand on revient ici puis qu'on se remémore ça, puis les liens qu'on crée. On passe 2 mois avec la même équipe, dans des circonstances qui sont souvent difficiles, notre vie, sans être en danger nécessairement, mais tu sais, il y a toujours un côté sérieux à l'expédition, fait que je pense que ça crée des liens qui sont vraiment très, très forts. Puis moi, quand je pense à la montagne, c'est pas au sommet que j'ai eu la chance d'atteindre nécessairement. Ça reste des super beaux moments, mais c'est plus la camaraderie puis ce que j'en retire. C'est vraiment plus ça mes beaux moments. C'est pour ça que j'y retourne en fait à chaque fois. C'est assez convaincant, donc ça me donne le goût. La dernière section de mon entrevue, Marie-Christelle, se vaut souvent un peu ludique. Là, c'est la section baguette magique. Donc, Mmh. ça permet souvent de connaître mon invité un peu sous un autre regard. Donc, si je te laissais, donc, on revient là, au niveau de la mer, puis je te laisserais changer une chose dans le système de santé québécois en août 2022, ce serait quoi? Une chose, c'est pas beaucoup, hein, ce temps-ci. Ah, ce sont les Écoute, règlements. ouais, bon, avec mon background en cardio, en activité physique, je pense que si on accepte plus sur la prévention, éventuellement, on verrait des retombées super positives. Là, j'ai l'impression qu'on court un peu après notre queue pour essayer de patcher toutes les trous et les bobos puis tout ça, mais Mhm. si on changeait d'approche puis qu'on trouvait une façon, puis je j'ai pas de solution simple pour celle-là, mais qu'on était capable d'investir en prévention, en habitudes de vie, puis, tu sais, impliquer le patient dans l'équipe aussi, parce que moi,
que je dis toujours à mes patients qui sont encore en âge de travailler puis qui sont encore actifs sur le marché du travail, moi, je considère que ma job, c'est un travail d'équipe, tu sais. Moi, je Mhm. fais une partie, je prescris des pilules, je donne des conseils, mais il faut que le patient fasse sa part aussi puis qu'il les prenne, les pilules, puis qu'il y ait des habitudes de vie qui ont de l'allure. Fait que ce partenariat-là est beaucoup en lien avec la prévention, puis je pense que si on axait plus là-dessus, on verrait éventuellement des résultats. C'est intéressant parce que dans le plan, si tu veux, de refondation du système de santé là, du ministre Dubé, là, il y a une 50aine d'items, puis cet item-là est l'un des 50. Puis j'ai eu Dr Godreau, président du Collège des médecins, en entrevue il y a quelques semaines, puis la réflexion que je lui avais faite, c'est que ce seul élément-là aurait pu faire l'objet d'une refondation du système de Ben santé. oui, ben oui. Simplement de refonder sur la prévention. Mais l'enjeu, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais l'enjeu de ça, c'est que le rendement à court terme est nul. Exactement. Donc, ce qu'on investit en prévention aujourd'hui, le rendement, on va avoir fait 8 cycles électoraux là, avant d'en voir les Ouais, résultats. mais Donc, c'est très difficile. Mais ça ne veut il y pas a dire quand que... même des données, tu sais, parce que moi, j'ai fait mon fellowship en activité physique puis en réadaptation cardiovasculaire, puis dans des populations ciblées. C'est sûr que si on est en prévention primaire, là, tu as tout à fait raison que ça va prendre, tu sais, des années et des années et plusieurs cycles électoraux avant qu'on voit les retombées. Mais en prévention secondaire, quelqu'un qui a fait un Ah oui, infarctus, oui. si on peut l'entraîner, puis, tu sais, faire un programme de réadaptation cardiovasculaire qui a de l'allure, actuellement, il n'y a pas de Ouais. budget pour ça. Non, non, Là, on a vraiment des tout chiffres à fait. super intéressants de Ouais. baisse d'hospitalisation. En tout cas, on essaie de faire valoir notre point de vue toujours un Mhm. peu, Mm. mais pour moi, la prévention est la grande oubliée de notre réseau actuel. C'est très bien. Je reprends la baguette magique, puis je te laisserai rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un café ou une tasse de thé au Népal, je sais pas. Écoute, si je peux prendre une bière, ça serait sûrement avec Ernest Shackleton, OK. qui est un Oui. explorateur britannique là, dans le temps de la Première Guerre qui a fait beaucoup d'explorations en Antarctique. Puis en fait, moi, ce qui me fascine, c'est son désir et sa capacité à survivre. Ouais. Leur bateau s'est échoué, était dans un Mm. naufrage. En tout cas, bref, leur histoire est fascinante. Puis avoir cette capacité, cette résilience-là, puis ce désir de survivre avec le si peu de chances de survie pendant des semaines, ça, moi, ça me fascine, puis j'aimerais vraiment prendre une bière avec. Mais si c'était plus un café ou une tasse de thé, j'irais peut-être plus genre, mettons Melinda Gates. Je trouve que Ah, OK. ses fondations sont Oui. intéressantes. Tu sais, tout le travail qu'elle a fait avec les femmes, puis tout ça, j'ai beaucoup à apprendre de ça, je pense. Shackleton, c'est un très bon exemple. J'encouragerais les auditeurs à faire des recherches sur lui, là, pour avoir lu là, l'histoire de son aventure. Puis c'est une histoire qui est utilisée par certaines écoles de leadership pour expliquer aux gens là, quelles sont les grandes leçons de leadership. Shackleton est cité notamment là, parce que, comme tu l'as dit, là, non seulement il voulait survivre, mais il a sauvé la vie de tout son équipage. Ouais. Mais manifestement, lui, la prévention primaire n'avait pas pris effet parce que je pense qu'il est décédé d'un infarctus Mon Dieu, t'es bien informé. par Oui, la tout à fait, suite, sur c'est ça. dans Ouais. une autre expédition, pas Ouais. celle-là, Mais mais donc, ouais, mais j'encourage exactement. les gens à lire. C'est vraiment une histoire complètement exceptionnelle. Là. Bien informé. Donc, Shackleton, c'est un très bon choix. Je Ouais. pensais que tu allais me dire Hillary, mais de toute évidence, c'était Oui, trop aussi, facile. oui, mais c'était comme trop classique. C'était trop là. classique. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Hillary a consacré une bonne partie de son temps aussi, là, suite à son ascension, à l'accès à l'éducation pour Ben oui, les il y a une Népalais école qui aussi. porte son nom, l'école de Kumjung. On a un petit Mm. garçon qu'on parraine qui est allé à cette école-là pendant OK. comme 8 ans, je pense. OK. Une super bonne école, vraiment. Ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, Shackleton, sinon Madame Gates. Très bon choix. Ouais. Est-ce que les gens pourraient donner de l'argent à votre projet, peut-être en communiquant via le site web de Trek 8848? Ben oui, tout à fait. Puis OK. on a un compte de banque qui s'appelle Donation Népal 2015, parce OK. qu'avant en 2015, qui est dédié à ça. Là. Donc, Fait je que- mettrai le lien là, de
la compagnie là, Ben, c'est sur super le site web. gentil. Une Merci. dernière pensée ou je dirais pas un conseil, là, les conseils tu nous les as donnés là, dans la dernière heure. Une dernière pensée face à ce magnifique sujet qui est la haute montagne. Ah, écoute, je pense que de vivre sa vie, de vivre ses passions, puis d'essayer de combiner tout ça. Puis pour ceux qui écoutent, qui sont en médecine ou qui ont un background médical, je pense qu'on a une chance exceptionnelle d'être capable souvent d'amalgamer tout ça parce que la médecine est omniprésente un peu dans tout ce qu'on fait. Puis j'ai une bonne amie, en fait, qui est impliquée beaucoup en Népal, puis qui est médecin, puis elle appelle ça les 3 P, tu sais. Ta profession, ta passion, puis la philanthropie. Puis si tu es OK. capable de combiner les 3 ensemble, ça starte bien tes affaires. Puis honnêtement, en tout cas, à moi, je trouve que ça s'applique beaucoup. Puis même si on est un peu à côté de la traque, entre guillemets, dans le sens qu'en cardio, quand j'ai fait mon fellow, que je me suis formée en altitude, en plongée, tu sais, c'était difficile pour un œil extérieur de voir un peu où est-ce que ça s'enlignait, mais quand on suit nos passions, j'ose croire qu'on est capable de rejoindre tout ça à quelque part. C'est pas une grosse partie de ma pratique au quotidien, mais c'est quand même là. Puis aujourd'hui, ben, j'étais en médecine hyperbare, médecine de plongée, fait que ça fait partie de ma pratique quand même, puis je me trouve chanceuse de connaître mes passions, de savoir ce qu'elles sont, puis d'avoir été capable de jongler tout ça. Pour le moment, on verra ce que l'avenir réserve. Marie-Christelle, merci beaucoup. Ben, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Au plaisir, peut-être, d'un deuxième entretien dans le futur. Je l'espère, ou d'un deuxième souper avec JF. Exactement. Merci. Bye. Merci à toi.